Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes à la veille de Noël. Merci de nous être fidèles. Vous êtes peut-être sur votre canapé avec vos petits fours sur la table basse. Quoi qu'il en soit, avant d'entamer ce réveillon, voici les titres de ce journal. C'était l'actualité culturelle de cette semaine. Les ballets de Monte-Carlo au Grimaldi Forum avec 240 personnes sur scène entre la valse de Balanchine et l'enfant et les sortilèges de Maillot. Tout cela en l'honneur du prince Régnier III. Le ministre d'État reviendra dans un entretien sur le vote du budget primitif de l'État pour 2024, la sécurité à la veille de Noël, le cadre de vie monéval qui a été au cœur des préoccupations cette année. Nous évoquerons également avec Pierre Dartout l'inculpation du maire de Monaco pour des soupçons de corruption. C'est une tradition du côté du Larvoto, le fameux bain de Noël. Vous verrez les courageux qui ont décidé de se mettre à l'eau ce dimanche matin. Régnier III par lui-même, c'est le titre d'un documentaire passionnant que nous allons diffuser ce lundi à 21h sur Monaco Info. Et nous serons dans quelques instants avec le réalisateur Yann Anthony Nogues. Et enfin, les roues de Noël, voici le nom d'un défilé samedi soir, de belles voitures décorées pour les fêtes au profit de la Fondation Princesse Grasse. C'était l'un des grands événements artistiques de cette fin d'année en principauté. Les ballets de Monte-Carlo ont présenté la valse de Balanchine et l'enfant et les sortilèges de Jean-Christophe Maillot, deux œuvres en hommage au prince Régnier III. Vous le voyez sur ces images, le prince Albert II et ses deux sœurs ont assisté à la dernière représentation samedi soir. Eh bien, pour revenir sur cette série de ballets donnés au Grimaldi Forum ces derniers jours, voici le Focus Info de José Sacré. Dans le cadre des célébrations du centenaire du prince Régnier III, Jean-Christophe Maillot propose sa nouvelle création « L'enfant et les sortilèges », musique de Ravel. En première partie de cette pièce, les ballets de Monte-Carlo donnent la valse, musique de Ravel, chorégraphie de Balanchine. Je sais que le prince Régnier aimait profondément cette musique. Je sais aussi qu'il aimait beaucoup, ainsi que la princesse Grace, cette chorégraphie de Balanchine qui avait été présentée à Monaco en 1969, je crois, sur la place du Palais avec le New York City Ballet, et que c'était une manière pour moi à la fois de lui rendre hommage, au siècle passé, et de situer la danse à Monaco au travers de Balanchine, de cette relation privilégiée qu'il a toujours eue avec Monte-Carlo. Et donc en présentant cette pièce à nouveau, c'est une manière pour moi de dire voilà d'où on est parti, et peut-être voici aussi ce qu'était la danse en 1951, à la date où cette pièce a été créée. Créé à Monte-Carlo en 1925, musique de Ravel sur un livret de Colette dont on célèbre cette année les 150 ans, L'enfant et les sortilèges était une des œuvres favorites du prince Régnier III. Qu'il aimait profondément la musique de l'enfant et les sortilèges, que c'était quelque chose qui le touchait beaucoup. J'avais fait ce ballet en 1992 et c'est à ce moment-là, lorsque je créais cette pièce, que la princesse Caroline m'a proposé de prendre la direction de la compagnie. Donc j'ai envie de dire que c'est aussi une grande partie de ma vie, puisque ça fait 30 ans que j'ai le bonheur d'être ici. Et donc je sais que le prince Régnier, sans aucun doute, serait heureux d'avoir en tout cas ces deux œuvres musicales dans cette soirée. Et l'enfant et les sortilèges, je sais qu'il avait apprécié ce spectacle et j'avais envie, en son hommage, de le refaire complètement. Peut-être aussi pour signifier qu'on avait passé un siècle depuis, et qu'il était intéressant de voir comment on pouvait complètement repenser une œuvre 30 ans après, en oubliant tout ce qu'on avait fait en partie, et qu'il y a quelques petits détails qui restent. Et j'ai injecté à l'intérieur un petit clin d'œil pour le prince Régnier que les gens découvriront le soir du spectacle. L'enfant méchant a déchiré notre... Avec cette nouvelle création, Jean-Christophe Maillot exploite tout le potentiel narratif de cette comédie musicale avant l'heure, imaginée par Ravel. 21 tableaux s'enchaînent pour narrer les aventures d'un enfant capricieux qui voit les objets et les animaux qu'il maltraite prendre vie et se venger. Sur la scène de la salle des princes du Grimaldi Forum, plus de 200 artistes sont réunis pour rendre hommage au prince Régnier III. Oui, ça me semblait essentiel qu'on puisse réunir autour d'un spectacle toutes les forces vives musicales, en tout cas institutionnelles de Monaco, pour lui rendre hommage. Donc l'Orchestre Philharmonique, bien sûr, sous la direction de David Mollard-Soriano, le chœur de l'opéra, l'opéra au travers de Cecilia Bartoli, qui a eu cette
merveilleuse initiative et je l'en remercie profondément au travers de ces académies lyriques qu'elle a créées, de provoquer la rencontre avec 13 jeunes chanteurs qui vont pour la première fois avoir l'occasion de faire un spectacle lyrique, mais en plus avec les danseurs. Donc ce sont de jeunes artistes qui sont en devenir et donc ils sont merveilleux d'ailleurs. Et puis le chœur d'enfants de l'Académie Régnier 3 qui sont super vivants, qui jouent aussi leur rôle important dans le spectacle. Et il y a même des danseurs de l'Académie Princesse Grace qui vont venir nous soutenir sur la valse parce qu'il nous fallait un nombre de danseurs très important. Et voilà, donc je pense que tout le monde est présent, tout le monde est là et je pense que c'est une belle manière de dire d'abord que l'art vivant et la musique, la danse sont merveilleusement représentés en principauté et de les avoir tous ce soir. Il va y avoir plus de 250 personnes sur scène ou hors scène. C'est vraiment un moment que je trouve assez exceptionnel et assez magique. Le budget primitif de l'État a été voté jeudi, un budget prévisionnel de 2,46 milliards d'euros de recettes et 2,6 milliards de dépenses. Des séances sous le signe de l'apaisement. Pour développer tout cela, et plus encore, le ministre d'État Pierre Dartout nous a reçus en sa résidence. Voici son entretien. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler du vote du budget primitif, j'aimerais que l'on revienne sur une affaire dont on parle beaucoup en ce moment, sans connaître les détails du dossier, parce qu'il faut le reconnaître, le secret de l'instruction est bien gardé. Je veux bien sûr parler de l'inculpation du maire Georges Marsan. Une information judiciaire a été ouverte avec plusieurs chefs d'inculpation, corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts et association de malfaiteurs. Alors, je ne sais pas si vous pouvez parler de l'affaire, mais que savez-vous de cette affaire ? Ah bien, comme vous l'avez dit, il y a le secret de l'instruction. Donc, en tant que pouvoir exécutif, je n'ai pas d'informations sur cette affaire. Je ne connais pas les raisons des motifs d'inculpation. Il y a deux choses que je peux dire. D'ailleurs, l'une qui est rappelée dans le communiqué du procureur général, c'est que toute personne dans la situation où est M. Marsan bénéficie de la présomption d'innocence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me concerne et qui explique que j'ai écrit à la secrétaire d'État à la justice, c'est pour avoir connaissance des mesures qui sont prises à l'endroit de M. Marsan, non pas pour avoir connaissance des éléments de fond de l'enquête, ce que je n'ai pas à demander, ce que je n'ai pas à connaître, mais simplement pour apprécier si les mesures qui sont prises à son endroit posent un certain nombre de difficultés ou non dans l'administration de la commune et notamment dans le fonctionnement de la mairie. Donc ce sont des questions que j'ai posées pour savoir quelles étaient les mesures de contrôle judiciaire qui lui étaient applicables, simplement pour que l'État et la commune en tirent les conséquences pour ce qui concerne le fonctionnement de la mairie. Est-ce que vous avez pu parler à Georges Marsan depuis sa sortie ? Non. La question est directe, mais justement, selon vous, vous l'avez évoqué, est-ce que Georges Marsan doit poursuivre son mandat de maire ? Ah ça, je n'ai pas à avoir un avis là-dessus. Je précise simplement qu'il y a certaines conditions, et il faut vérifier si elles sont remplies, qui font qu'il peut être empêché d'exercer ses fonctions, mais pour autant, il reste maire de Monaco. On le rappelle, l'instruction est en cours, il y a donc, vous l'avez dit, une présomption d'innocence. On passe à un autre sujet, le budget primitif de l'État qui a été voté hier soir. Votre réaction, tout simplement ? Écoutez, ma réaction est positive, naturellement, puisque le vote du budget primitif a été acquis avec une majorité assez large. Ouais, 16 voix pour. 16 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions. Et 2 abstentions, pardon. Et nous avons pu mesurer pendant les semaines qui ont précédé ce vote
disons, un progrès dans les contacts que nous avions avec le Conseil national, puisque ces contacts se sont déroulés dans une ambiance constructive, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, naturellement. Mais il y a eu quand même mené de part et d'autre ce que l'on appelle la démarche du pas l'un vers l'autre. Et donc ça, c'était positif. Quelles sont les grandes lignes de ce budget primitif 2024 ? Alors c'est un budget qui est à la fois un budget de prudence quant à la prévision en termes de recettes, mais un budget aussi à la fois ambitieux et réaliste. Et réaliste parce que nous devons toujours avoir le souci de l'équilibre des finances publiques, de ne pas recourir à l'emprunt, mais faire en sorte que le budget soit porteur de l'ambition qu'a la principauté dans son développement, dans son attractivité, dans sa création de richesses et d'emplois. L'État est un acteur déterminant dans l'économie monégasque, et donc le budget de l'État est un acte important et qui doit conjuguer donc ces deux éléments qui peuvent paraître contradictoires mais qui ne le sont pas, le souci de l'équilibre, mais aussi la nécessité d'être ambitieux. Alors c'est pour ça que nous portons un certain nombre de projets qui sont importants en termes de mobilité. On reviendra là-dessus au mois de janvier, en ce qui concerne le centre de traitement des déchets, en ce qui concerne aussi le centre commercial de Fontvieille. Je prends cet exemple pour le centre commercial de Fontvieille parce que justement l'illustration de ce que nous devons mener, à la fois avoir des objectifs, de l'ambition pour faire un centre commercial de meilleure qualité, redimensionné, mais avec un cinéma, avec plusieurs salles, mais en même temps être réaliste sur le coût de l'opération et donc avoir ce souci d'un bon équilibre et donc de redimensionner le projet si cela est nécessaire. Alors, lors du budget rectificatif, faut le reconnaître, il y a eu de fortes tensions entre le Conseil national et le gouvernement. J'ai l'impression que ces tensions se sont apaisées. Est-ce que vous me le confirmez? Oui, et si oui, comment vous expliquez cet apaisement? J'explique cet apaisement par les contacts que l'on a pu avoir dans le cadre de ce que l'on appelle les CPE, mais également des réunions plus informelles que j'ai pu avoir, par exemple, avec la présidente. Donc tout cela a permis de faire ce pas vers l'autre qui a conduit donc à un résultat positif. À l'approche des fêtes, un mot peut-être sur la sécurité. Le gouvernement, les forces de l'ordre se doivent de rester vigilants comme ça? Les forces de l'ordre se doivent de rester très très vigilantes. Nous sommes dans une période assez anxiogène, tout au moins pour les sociétés d'Europe et d'Amérique du Nord. On a vu cet horrible drame qui s'est produit à Prague hier soir. On sait que malheureusement assez souvent, on a des drames de même nature aux États-Unis. En France, comme dans d'autres pays européens, il y a eu des attaques terroristes qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Donc on est dans une société qui est anxieuse. Et Monaco n'est pas, comment dire, épargné par cet état d'esprit. Ce que je peux dire aux Monégasques, c'est que nous avons un niveau de sécurité ici qui est inégalé, je pense, dans toute l'Europe, avec une police qui est nombreuse, qui dispose de moyens importants, qui est bien organisée et réactive. Et donc, je dis aux Monégasques, bien sûr, il y a la sécurité totale, le risque zéro n'existe pas, mais que toutes les mesures sont prises pour faire en sorte, et notamment pendant cette période de fête, pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Un mot sur la jeunesse et leur cadre de vie. Depuis 2 ans, il n'y a plus de patinoire. Récemment, il n'y a plus de karting non plus. Qu'est-ce qui est fait en principauté ou qu'est-ce qui va être fait en principauté pour leur épanouissement? Je crois que nous avons pris conscience au cours de la discussion budgétaire que sur ce plan, il fallait faire plus et mieux. Et donc, il y a effectivement eu la question de la patinoire. La question de la patinoire doit être vue au regard des contraintes que nous avons sur le plan énergétique, parce que c'est très consommateur d'électricité, au plan environnemental également. Et puis,
Monaco, avec 2,2 km², ne peut malheureusement pas garantir toute l'offre d'équipements sportifs ou d'infrastructures pour tous dans tous les domaines. Mais cela dit, je crois qu'il y a une réflexion à avoir à ce sujet. Pour le reste, nous avons aussi rappelé au Conseil national que le projet de bowling qui se ferait à Cap d'Aille se poursuivait et que nous espérons bien sûr qu'il se développe pendant cette année. On parlait là du cadre de vie de la jeunesse, on va parler du cadre de vie en général, si vous le voulez bien, avec les chantiers, les nuisances sonores, la circulation. Comment devrait être, selon vous, 2024 ? Alors 2024 va être une année où à la fois on va continuer à construire, à faire des travaux importants, notamment à Fontvieille, avec l'îlot Charles III, le nouveau collège, mais dans d'autres endroits de la principauté, il y a la poursuite de construction d'un certain nombre de logements, que ce soit des logements privés ou des logements domaniaux. C'est très important pour l'économie monégasque. Il faut que tout le monde en soit bien conscient que la prospérité de Monaco est liée en grande partie à la construction et à la réussite de ces projets, notamment dans le domaine de la construction. Pour autant, nous sommes parfaitement conscients des contraintes, des nuisances. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver entre les nuisances qui doivent être contenues le mieux possible grâce à des techniques plus modernes. Par exemple, on me dit que beaucoup d'entreprises utilisent de plus en plus des outils, des dispositifs qui sont beaucoup moins bruyants, beaucoup moins perturbants. Je crois qu'il faut continuer sur cette voie pour assurer à la fois la continuité du développement économique de Monaco, qui est indispensable, mais aussi veiller à ce que nous puissions répondre aux besoins de logement, aux besoins d'infrastructures et aux besoins des activités économiques. Un terme dont on a beaucoup parlé en 2023, ça a été Moneval. Des lois ont été votées, des associations ont été mises à contribution. Où en est-on de Moneval ? Ah bien, pour Moneval, d'abord, on a voté 3 lois. Et je remercie d'ailleurs le Conseil national de les avoir approuvées et d'avoir fait un travail très important en liaison avec les services de l'État qui, eux aussi, ont beaucoup travaillé sur ces sujets. Nous aurons un 4e projet de loi qui va être examiné en janvier, sans doute lors d'une session extraordinaire. Mais ces lois, c'est très important, ça montre que nous avançons de façon très nette dans la conformité de nos textes. Mais parallèlement à ça, nous travaillons dans la mise en œuvre de ces textes. C'est-à-dire que aujourd'hui, je prends 2 exemples. La direction du développement économique fait un travail très important vis-à-vis de l'ensemble des sociétés qui travaillent en principauté, notamment pour vérifier un certain nombre de points. Par exemple, l'existence de comptes bancaires en principauté, ce qui est une condition forte pour Moneval. Donc il y a un travail considérable qui a été mené par les services du ministère des Finances à ce sujet. Et puis, autre domaine aussi, nous sommes amenés à prendre des sanctions administratives. Nous ne le faisons pas de gaieté de cœur, mais c'est nécessaire pour faire en sorte que la réglementation s'applique au mieux. Et il y a des décisions qui ont été prises plus nombreuses que les années précédentes. Et ça compte, c'est important pour défendre notre dossier à Moneval au printemps prochain. Ce sont les fêtes de Noël. Dans quelques jours, on va changer d'année. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter aux téléspectateurs qui nous regardent ? Alors d'abord, leur dire que je leur souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, d'excellentes fêtes de Noël, mais aussi je souhaite que pour tous ceux qui habitent ou qui travaillent en principauté, l'année 2024 soit une année qui comble leurs souhaits. Je dis aussi que, voyant ce qui se passe dans beaucoup d'endroits de la planète, nous avons quand même de la chance d'habiter, de vivre ou de travailler à Monaco. Il y a bien sûr des enjeux à relever, un certain nombre de difficultés que nous devons traiter, mais quand même la situation à Monaco globalement est bien plus favorable que dans beaucoup d'autres pays, et tant mieux. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous.
En bref, quelques dates et heures à vous donner concernant les célébrations de la naissance du Christ. Tout d'abord, en la cathédrale, ce dimanche à 23h30 sera célébrée une messe pontificale. Le lendemain, lundi 25 décembre, une messe pontificale également à 10h30 et ce sera diffusé en direct sur Monaco Info. Et sachez par exemple que pour les habitants étrangers, à l'église Saint-Charles, plusieurs messes seront célébrées lundi en anglais, tout comme l'église des Carmes et Sainte-Dévote, où des messes seront célébrées, elles, en italien. Pour avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le site du diocèse. C'est une tradition qui revient chaque année en ce 24 décembre. Le bain de Noël s'est déroulé ce dimanche matin au Larvoto. Une centaine de personnes s'étaient donné rendez-vous pour faire quelques brasses revivifiantes dans la Méditerranée. Le tout dans une ambiance festive. Émilie Rousseau et Olivier Bonello ont suivi ces courageux ce matin. Frileux s'abstenir. Reportage. Température de l'air, 9 degrés. Température de l'eau, je dirais 14. Allez, partons sur 14 degrés. Un mercure qui n'aura pas empêché une centaine de courageux à enfiler le maillot et à braver cette fraîcheur pour la 17e édition du bain de Noël. Et pour rentrer dans l'eau, chacun sa technique. Il y a les habitués et les intrépides. Les premières minutes sont les plus dures, mais je vous avouerai que j'ai l'habitude parce que je me baigne en eau froide et je me suis déjà baignée à 5 degrés. Je me baigne toutes les semaines, je me baigne à la fois sur la Méditerranée et dans le lac Léman. Si on y va comme ça, c'est sûr qu'on va avoir froid. Mais si on y va avec tout le monde et avec l'esprit, normalement, faut y aller et ça va. Non, je pense qu'il faut y aller direct. Comme ça, on a l'habitude direct. Faut pas réfléchir, faut se jeter. Mais avant de se jeter dans la grande bleue, place à l'échauffement, en musique et en costume de fin d'année pour certains. Et c'est ensuite sans hésiter que les participants ont relevé le défi avec le sourire. Oh, great! It was great. Yeah, it was cold, but it was very great. Yeah, and it was an experience to never forget. C'est très mental, je pense. Donc dès qu'on est là, c'est bon. Et surtout quand on fait tout en groupe comme ça, il y a tout le monde qui y va et genre il n'y a pas de choix de pas y aller. Donc voilà. Mais c'est top, c'est top. Toujours des sensations très bonnes. Ça fait beaucoup de bien. Le matin on se lève, on n'a pas trop envie, mais avec l'excitation un peu et la musique et tout, ça fait du bien. Franchement, c'est très bien. C'était bien. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on nous prépare un peu et après on est tous motivés et on réfléchit pas et on y va. C'était très froid, par contre j'ai bien aimé. C'est un grand moment de convivialité, c'est vraiment chouette. Tout le monde se réunit, il y a des gens qui se voient que à ce moment-là de l'année, donc on est vraiment très contents. Il y a beaucoup de monde cette année et pour une fois il n'y a pas de soleil, c'est presque pas plus mal quoi. La 17e édition du bain de Noël était organisée cette année au profit de l'association Chiens de Cœur, association qui vient tout juste de fêter ses 10 ans. On rend visite dans les maisons de retraite et au CR3. Chaque semaine on fait une visite avec des bénévoles et on espère d'amener de bonheur chez les aînés. Un bain de Noël solidaire donc pour entamer ces fêtes de fin d'année en douceur, dans la fraîcheur. Il suffit d'une tasse de chocolat chaud et c'est reparti. Sachez que nous diffuserons un documentaire exceptionnel demain, le 25 décembre à 21h. Régnier III par lui-même. Vous pensiez tout savoir sur le prince Régnier? Eh bien, je suis sûr que ce film va vous faire découvrir des choses, ou en tout cas, va vous passionner, puisque c'est le prince lui-même qui retrace les faits marquants de sa vie, avec également une narration de Fanny Ardant. Nous avons reçu le réalisateur Yann-Anthony Noguez. Voici son entretien. Yann-Anthony, bonsoir. Bonsoir Fabien. On va rentrer dans le vif du sujet. D'où est venue cette idée de documentaire, Le Prince Régnier par lui-même? L'idée de ce documentaire, elle est venue directement de la princesse Stéphanie, qui assure la présidence d'honneur du comité de commémoration. Et ce qu'elle voulait, c'était un documentaire aussi authentique, aussi sincère, aussi intime que possible. À partir de là, on s'est dit comment est-ce qu'on peut être au plus proche de ce que le prince Régnier aurait voulu, tout simplement en le faisant parler lui-même. Et donc c'est le défi qu'on s'est lancé, et si on permettait au prince Régnier de raconter lui-même son histoire, c'est ce qu'on a fait. C'était un défi. C'est ça l'originalité, parce qu'effectivement les histoires, la rencontre avec Grace Kelly, les conflits avec De Gaulle ou Nazis, on les connaît, mais effectivement là c'est lui qui raconte toute cette histoire du début à la fin. Alors vous dites qu'on les connaît. C'est ça qui a été intéressant aussi en préparant ce documentaire, c'est que je me suis rendu compte que les moins de 30 ans, c'est une histoire qu'ils ne connaissent pas si bien que ça. Ouais. Et finalement, ils se rendent compte que le prince Régnier est un prince très important qui a œuvré pour la principauté,
mais ils n'en savent pas toujours grand-chose. Et donc, c'est vraiment ce qui nous a animés aussi en produisant ce documentaire. Mais même pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a cette originalité, parce qu'effectivement, il y a Fanny Ardant qui est narratrice, mais c'est lui qui raconte sa propre histoire. C'est lui qui raconte sa propre histoire. Alors, on avait plusieurs choix. On s'est dit, est-ce qu'on fait appel 2023 oblige, à l'intelligence artificielle. Il est possible aujourd'hui de reproduire quasi à l'identique la voix de quelqu'un. Ça a été fait par Netflix avec Andy Warhol. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait se permettre de reproduire la voix du prince régnier? Là, on s'est dit non. Ça ne correspond pas au projet. Restons dans l'authentique. Alors à ce moment-là, on a discuté avec Vincent Vatrican de l'Institut audiovisuel de Monaco et ses équipes. Et on s'est dit, et si on réunissait tous les enregistrements sonores du prince régnier entre 1949 et 2005. Toutes les interviews. C'est un travail de dingue. C'est un travail important. Heureusement, les équipes de l'Institut connaissent leurs archives sur le bout des doigts, mais vraiment, parce que c'est important. On a réuni plus de 845 documents, donc interviews télévisées, interviews radio, photos, etc. Et ça, c'est la matière dont notre monteur disposait. Moi, j'ai pris un plaisir fou à tout écouter. Donc on a écouté tous les enregistrements publics, privés, professionnels, de radio, de télévision et autres. Et donc j'ai passé des dizaines d'heures à écouter, à retranscrire les propos du prince régnier, à les répartir par thème, les animaux, l'ONU, le cirque. Et c'est comme ça ensuite qu'on raconte l'histoire. Et en mettant bout à bout des extraits d'interviews, on arrive à raconter, à tirer finalement le fil de sa vie. Mais pour cela, malheureusement, on ne pouvait pas tout faire uniquement avec sa voix. Donc on a ressenti le besoin d'avoir également un narrateur, en l'occurrence une narratrice, et là c'est aussi la princesse Stéphanie qui a eu l'idée, qui avait la légitimité, qui avait le talent, qui avait la voix, quand même une voix à mettre à côté de celle du prince régnier dans le film, donc c'était important. Tout de suite, elle a pensé à Fanny Ardant. Avec une légitimité à Monaco, puisque son papa a travaillé au palais. Son papa, le colonel, d'abord le capitaine, puis le colonel Jean Ardant, a été le précepteur du prince régnier à Montpellier lorsqu'il passait son bac, et ensuite est devenu le gouverneur du palais. Donc Fanny a passé son enfance à Monaco. Et l'enregistrement de sa voix était un moment fantastique, parce qu'elle a un tel attachement pour Monaco, mais surtout pour le prince régnier et pour la princesse Grace. C'était sincèrement émouvant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi émouvant. Et cadeau bonus, c'est mon cadeau de Noël, dans les prochaines semaines, on va réenregistrer la voix de Fanny, mais en anglais cette fois, parce que le documentaire va être diffusé sur un grand réseau américain. Je ne peux pas le dévoiler, mais c'est très connu et c'est une très bonne nouvelle pour nous, pas simplement pour nous en tant que producteurs ou réalisateurs, mais même pour la principauté, parce que ça veut dire que le prince régnier va être vu, son histoire va être vue aux États-Unis sur un grand network. Et c'est inédit, j'imagine, autant comme ça de documents, autant d'heures d'interviews du chef d'État qu'il était? Inédit. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres documentaires sur le prince régnier en lui-même, où on l'entend autant. Alors, on n'a jamais retrouvé de documentaire spécifiquement sur le prince régnier, sur son œuvre, sur l'œuvre de sa vie. Et c'est ça qu'on a voulu faire. Parce que le prince régnier, il avait une personnalité assez intéressante. C'est-à-dire qu'il est omniprésent ici à Monaco, mais le prince régnier, il se mettait derrière Monaco. C'était d'abord Monaco, lui après, et ensuite, à partir de 1956, c'était la princesse Grace qui prenait toute la lumière, et tous les photographes étaient sur elle, et lui, il faisait un pas de côté. Et donc, il mettait un petit peu la princesse et sa beauté et son rayonnement en avant. Et nous, on a voulu faire le contraire. on a voulu dire, Monseigneur, s'il vous plaît, racontez-nous votre histoire. On a envie de passer une heure avec vous. On a envie que vous confiez sur votre règne, sur ce que vous avez voulu faire, sur ce que vous avez réussi à faire. Et qu'avez-vous appris comme ça en écoutant ces heures et ces heures d'interview? Vous avez appris des choses vous-même? Tellement de choses. Tellement de choses. Alors, le fil rouge, parce que ça a été assez simple, ça a été assez bête et méchant. Moi, je me suis contenté d'écouter. J'ai pas trop lu tout ce qui a été écrit ou écouté ce qui a été dit sur lui, parce que ça lui plaisait pas trop. Lui, il considérait qu'il y avait une fausse image donnée de Monaco à travers la presse. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment m'attacher à ce que lui pensait, à ce que lui aurait voulu que le film de sa vie raconte.
Et en fait, il n'aimait pas cette image de principauté d'opérette. Il se retrouve en 1949 à la tête d'un État en quasi banqueroute, vieillissant, et il a voulu lui donner une nouvelle impulsion. Il a voulu lui donner une nouvelle image. Et finalement, la quête de son règne, la quête de sa vie, c'est que son pays soit respecté, que son pays soit pris au sérieux. Et c'est ça qu'on a voulu raconter. Et ce qui est dingue, c'est qu'en écoutant ces dizaines d'heures d'interviews, c'était le tronc commun de toutes les interviews qu'il a données, que ce soit sur des émissions de philatélie ou des émissions liées au cirque ou des émissions liées à la politique internationale en radio ou en télé. C'était toujours le même message. C'était toujours la crédibilité de la principauté. Et vraiment, il n'a pas varié. Ça, je veux dire, on peut penser qu'il était un petit peu timide, était réservé. En fait, il n'aimait pas les paroles vides de sens. Il n'aimait pas parler pour ne rien dire. Donc quand il parlait, il fallait que ce soit juste. Quels ont été les retours, peut-être après les projections? Parce que quand on est réalisateur comme ça d'un documentaire, le jour de la projection, la représentation comme ça, on est un peu tendu, j'imagine. Quels ont été les retours? Retours peut-être de la famille princière aussi? Alors, je ne me permettrai pas de dévoiler les retours de la famille princière, mais j'aurais essayé. En fait, ce documentaire, ça a été un double cadeau. Le premier cadeau, c'est la possibilité de le faire, de le produire. Parce que c'est un privilège, c'est fantastique. Pour un monégasque, c'est un privilège de travailler sur la vie du prince régnier. Et le deuxième cadeau, c'était le retour des spectateurs. Spectateurs jusqu'ici, grâce à Monaco Info, les téléspectateurs bientôt, mais cette émotion, je me suis rendu compte à quel point les monégasques et les gens de la communauté monégasque étaient attachés à la personne du prince. Beaucoup d'émotions, parfois des larmes. Et c'est vrai que quand on réalise un documentaire et que alors nous, on est vraiment derrière, hein, je veux dire, c'était le documentaire, c'est le prince régnier qui a provoqué ces larmes. Mais nous, on a fait un petit peu de maïotique là-dedans. On amène les gens à mieux connaître la vie du prince régnier. Et ça, c'était le deuxième cadeau, vraiment, de pouvoir vivre ça et de pouvoir transmettre, aider à transmettre cette histoire du prince régnier pour que les plus jeunes, j'ai 3 filles, elles savent que le prince régnier c'était le mari de la princesse Grace, elles savaient que c'était un prince très important, mais elles ne connaissaient pas bien sa vie. Alors elles ne s'intéressent pas toujours à toutes mes productions, parfois il faut les forcer un peu pour qu'elles regardent ce que fait papa à la télé, mais là elles ont vraiment pris beaucoup de plaisir à le regarder. Yann Anthony, merci. Merci à vous pour votre accueil. Je le rappelle donc, Régnier III par lui-même sur Monaco Info ce lundi 25 décembre et le lundi 1er janvier à 21h. Intéressons-nous à présent à cette opération menée samedi soir sur la place du Casino. Son nom, les roues de Noël. Elle a été lancée par le célèbre TikToker Armand Mazloumian et était au profit de la Fondation Princesse Grace. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Rousseau et Arnaud Imbert. Bonne fête de Noël à tout le monde! Il cumule près de 140 000 abonnés sur TikTok. Armand Mazloumian est connu sur les réseaux pour être l'influenceur de Supercar. Ses vidéos peuvent grimper jusqu'à plusieurs millions de vues. Cette notoriété, Armand a voulu la mettre à profit en cette fin d'année en organisant la première édition des Roues de Noël, une parade de voitures de prestige sur la place du Casino. J'ai organisé déjà des événements de type road trip aussi sur la French Riviera avec mon club que j'ai de Supercar. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose pour une fondation. C'est les fêtes de Noël. Moi, j'ai de la visibilité sur les réseaux et c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Armand Mazloumian lance alors un appel sur les réseaux pour mobiliser ses abonnés à participer à cette parade de Noël et à s'engager au profit de la Fondation Princesse Grace, fondation qui vient en aide aux enfants hospitalisés et à leurs familles. Il reçoit une 60aine de demandes pour prendre part à cet événement. Pour cette première édition, l'influenceur a souhaité quelque chose d'intimiste avant de voir plus grand les prochaines années. Il y avait une Opel GT Roadster qui est mon véhicule, qui est un exemplaire en France et à Monaco dans cette configuration-là. On a également un Hummer qui est assez particulier puisqu'il appartient à un Didier International et il est entièrement équipé en sono à l'arrière pour qu'il puisse mixer à l'arrière. Donc c'est des voitures particulières. Une Ford Mustang des années 70 aussi qui est magnifique et somptueuse. Et également bien sûr une Porsche GT3 RS qui était avec nous aussi pendant le convoi. Les touristes présents sur la place du Casino ce soir-là n'ont pas manqué d'immortaliser cet instant. Certaines supercars étaient d'ailleurs décorées dans l'esprit de Noël. Toutes arboraient également le logo de la Fondation Princesse Grace sur leur portière. Bon, à l'année prochaine. Hein.
À l'année prochaine. Mais avant cela, il y a quand même le 25 décembre. Et justement, quel temps est prévu pour demain, Frédéric ? De belles éclaircies sont prévues toute la journée, Fabien. Le soleil sera bien présent dans le ciel, malgré quelques épisodes nuageux. Les températures restent stationnaires avec 8 degrés attendus le matin et 14 l'après-midi. Lundi 25 décembre, nous fêterons Noël. Alors je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous. Merci Frédéric. On passe au flashback du dimanche. Que s'est-il passé les autres années en cette même période? Eh bien, Jordan Basset est remonté jusqu'en 2018. Voici votre flashback. Ce journal est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon où que vous soyez. Et on se retrouve demain, le jour de Noël, à 19h sur Monaco Info. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.